évidence. Hein, Ah, voilà, tout le monde a entendu. Parfait. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints en cette soirée hivernale et pour certains assez froide. Nous remercions l'ASBEC en la personne de Joël Asquette et de Julie Kaovang de participer à l'organisation et la modération de la conférence. Je profite de l'occasion pour vous rappeler notre journée d'études qui aura lieu le 13 mai 2023 à la Maison des Mines à Paris. Donc, je vous engage à réserver votre place dès aujourd'hui en utilisant l'adresse mail qui est dans le lien de conversation. L'Association Amis des études celtiques se réjouit d'accueillir M. Bernard Robreau, auteur de nombreux livres et articles sur la mythologie celtique, qui va aborder un sujet qui fascine depuis longtemps celles et ceux qui s'intéressent aux Celtes, à savoir le fameux chaudron de Gundestro. Il en fait une lecture nouvelle qui n'en manquera pas d'interpeller puisqu'il propose de mettre en parallèle ces images avec un personnage de la mythologie irlandaise, le druide Mogruit. Le titre est Mogruit, un personnage clé pour la compréhension du chaudron de Gundestrup. Je lui laisse la parole. Bonne écoute. Merci. Donc, nous allons parler de cet objet célèbre, je crois. Je pense qu'on pourra se contenter d'une présentation rapide parce que la plupart des membres des Amis des études celtiques doivent le connaître. Donc, je vous donne ici le point de départ. On n'est pas au point de départ. Voilà, nous y sommes. Et nous allons entrer donc en guise d'introduction, dans un rappel rapide de la découverte, au Danemark, qui n'est pas une région celtique, en 1891, donc ça fait maintenant plus de 120 ans. C'est un objet exceptionnel, en argent presque pur. C'est un chaudron qui a été trouvé démonté, qui reconstitué devait avoir à peu près 40 cm de hauteur et 70 cm de diamètre. Excuse-moi Bernard, Oui. N'hésite pas à mettre en plein diaporama, ce sera plus agréable pour la lecture et l'enregistrement. Parce que là, on voit tout le... Tu vas dans diaporama, tout en haut, le bandeau tout en haut. C'est-à-dire que j'ai dessus, j'ai le... Tu vois rien? Je ne vois plus ma légende. Non, bon, laisse alors, si tu as du mal, laisse. Et c'est parce que j'ai par-dessus le bandeau de la Réunion. Ah, d'accord. Qui doit être bon, laisse comme ça alors, t'embête pas. Alors peut-être quand... Non, ça ne marche pas comme ça. Bon, laisse, c'est pas grave. Je laisse comme ça. Ouais. Oui, parce qu'on a sur le côté... Je regarde si on... c'est pas facile si on se lance. Puis après, si je le mets trop, il va aller plus vite que moi. D'accord. Non, mais c'est bon. Excuse-moi. Je le laisse comme ça, sera peut-être plus simple. D'accord, donc, merci. Ce chaudron était composé de 5 plaques rectangulaires qui en fait composaient la paroi intérieure, de 7 plaques trapues presque carrées qui correspondaient à la paroi extérieure. Et puis, il y a une petite plaque circulaire, un disque de 26 cm de diamètre, qui était dans le fond du chaudron. Très vite, on a découvert des éléments qui laissaient penser que ce chaudron était d'origine celtique, notamment le personnage qu'on a appelé Cernunnos, que vous voyez avec un numéro 1 sur la photo, vous le voyez, j'espère, et notamment également une déesse aux oiseaux qui rappelle beaucoup ce qui, dans la mythologie galloise, s'appelle les oiseaux de Rhiannon. Et puis, donc, ce chaudron donc, a très vite été compris comme, à partir des éléments, je dirais, symboliques et composés qu'on peut donner en 4 catégories. La plus importante étant considérée comme une catégorie divine, c'est comme ici sur le numéro 1, je suis passé à
je dirais, la scène peut-être la plus célèbre, une de celles qui a été le plus utilisée pour caractériser comme celtique ce chaudron, plutôt son décor. Donc, cette scène, celle où on voit un dieu les bras levés en buste, qu'on a identifié à Taranis, ou dirons Jupiter gaulois, pour peut-être mieux dire, parce qu'il est accosté d'une roue. Et on sait que c'est justement cette roue qui différencie le Jupiter gaulois du Jupiter romain plus classique. Donc, ce buste se retrouve sur d'autres plaques, sur une plaque intérieure avec une plaque cette fois-ci de déesse, et surtout sur les 7 plaques de la paroi extérieure. Les autres types de représentations sont soit des grands personnages, comme on voit ici le numéro 2, qui sont des personnages donc qu'on peut considérer comme humains cette fois-ci. Certains, comme celui-ci, occupent pratiquement toute la hauteur de la plaque. D'autres sont plus petits, qu'on verra sur d'autres plaques. Et puis, il y a des animaux. Alors ici, on en voit 2 catégories, mais qui pour moi peuvent se ramener à une seule. Il y a des animaux qui sont réalistes, comme les gros chiens, les dogs, les chiens de guerre, probablement, parce que pour les Irlandais, qu'on l'on voit sur le haut, ou pour les Celtes en général, je pense que le terme est assez commun à toutes les catégories de Celtes, qu'ils soient continentaux ou insulaires. Vous avez également des animaux fantastiques, là qu'on voit plutôt au registre inférieur, qu'on considère comme des griffons, pour 3 d'entre eux, et pour le 4e, le numéro 5, comme un serpent à tête de bélier. Il ne faut pas oublier la dernière catégorie, ici indiquée par le numéro 6, qui est le décor végétal. Ici, il semble servir simplement à délimiter les 2 registres, le registre supérieur avec la divinité, les chiens, et en dessous, le registre inférieur avec les griffons et le serpent qui aux 7 pattes. Alors, il y a a priori 2 méthodes pour essayer de comprendre ce qui nous est dit à travers ces plaques décorées. La première méthode, c'est de comparer aux autres monuments figurés gallo-romains essentiellement, enfin archéologiques en général, et notamment gallo-romains, qui fournissent de gros stocks. Et puis, la deuxième méthode, c'est de recourir au comparatisme textuel. Et celui-ci nous est fourni soit par les textes irlandais, soit par les textes gallois, soit même par les textes littéraires français médiévaux, je pense par exemple au roman de Chrétien de Troyes, qui ont des parallèles dans les contes gallois. Et si on suit cette méthode, on va commencer donc par la plaque dite du Taranis, la plupart du temps, du dieu à la roue. Et la mythologie irlandaise, elle a un nom à nous proposer pour le personnage, le grand personnage qui est de l'autre côté de la roue et qui semble l'actionner puisqu'il a les mains dessus. Ce personnage, c'est le fameux Myrwid. Que nous dit-on sur lui? Mais d'abord, on nous explique qu'il est une sorte d'étymologie, mais bien sûr d'étymologie non scientifique, comme plutôt souvent basée sur le jeu de mots, mais c'est celle de l'époque qu'on trouve notamment dans le Coran Man, c'est-à-dire le traité de la convenance des noms en Irlande. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est-à-dire Magus Rotarum, on traduit son nom en latin, car c'est avec des roues qu'il faisait ses augures druidiques. Ça semble vouloir dire qu'on le considère comme un druide, et un druide qui actionne des roues, qui correspond tout à fait à notre modèle. Dans une généalogie, exhumée notamment par Françoise Leroux, on nous dit c'est lui qui est là pour apprendre le druidisme avec le druide Simon, et c'est avec lui qu'il fit la roue ramante. Donc, non seulement on confirme son statut de druide, mais en même temps, on nous dit que c'est même lui qui aurait fabriqué ces trous. Alors, le druide Simon, c'est un mélange christianisateur, puisque ce druide Simon, on le trouve dans les apocryphes et même certains textes du Nouveau Testament. C'est un magicien de Palestine qui apparemment n'aurait rien à faire ici, mais qui nous situe
notre personnage dans le milieu druidique. Enfin, il y a une légende, dit-on, là encore un peu anachronique, qui nous dit on ne trouva personne pour décapiter Saint Jean-Baptiste jusqu'à ce que Mogwit l'Irlandais le décapita pour un salaire. Et c'est ce qui fit que chaque Irlandais désormais souffrit du froid, de la faim et de la maladie. Alors, ça paraît un peu compliqué, cette histoire-là, totalement anachronique, mais c'est peut-être pas inutile de le mettre en correspondance avec le décor végétal, donc vu qu'il était un élément important. Toutes les plaques intérieures de notre chaudron portent un décor végétal. Et deux d'entre elles, celle circulaire du fond, celle du maître des animaux, c'est-à-dire ce que généralement on appelle les plaques du Cernunnos, eh bien, ces deux plaques, elles sont le moindre espace disponible, elles sont un fouillis de végétaux, le moindre espace libre est occupé par souvent des feuilles de lierre, mais toutes les plaques, les 5 de l'intérieur du chaudron, plus le disque du fond, ont un décor végétal. Au contraire, à l'extérieur, les 7 plaques trapues n'ont pas toutes un décor végétal. Il n'y en a que 3 sur 7. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? La faim, la maladie, l'hiver, qui sont créés, ça s'oppose à ce qu'est l'éternel, ce qui est pour l'Irlande l'autre monde, une espèce où il règne une espèce d'âge d'or où il n'y a pas d'hiver mais un perpétuel été, où il n'y a pas de mort mais une éternelle jeunesse, pas de faim, pas de maladie. C'est anachronique de traduire par la décapitation de Saint Jean-Baptiste, quand la fête se place au solstice d'été. Et c'est ça que ça veut dire. Mogwit a créé notre monde actuel avec ses saisons, alors que l'autre monde a conservé cet âge d'or où il y a donc une vie éternelle en quelque sorte, et où il n'y a pas de saison, on est dans l'été d'un bout à l'autre constamment, et où le temps ne s'écoule pas. Alors, on va revenir à notre panneau de Taranis, et maintenant, si on pose l'hypothèse que c'est bien ce druide qui actionne la roue, il va falloir se poser 3 questions. La première, que signifient les chiens? On voit au registre du haut. La deuxième, que signifient ces 3 griffons? Et le quatrième, pourquoi le serpent à tête de bélier se trouve à l'intersection, je dirais, du registre du bas, mais aussi en ligne verticale de notre fameux druide qui tient la roue. C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi il est effectivement au croisement des deux? Alors, on va essayer donc de répondre à la question. Non, c'était trop vite. Voilà. Il y a en effet un texte dans lequel ce druide intervient beaucoup, où il joue le rôle principal. C'est un récit qui s'appelle Le siège de la colline des Bovidés. C'est le nom du lieu, la colline des Bovidés. Ça nous rappelle même que ce disque du fond, il est autour d'un gros bovidé, et qu'on en retrouve également 3 sur les parois, sur une des plaques des parois. Dans ce texte, il y a 3 épisodes importants. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, ils sont sûrement les plus importants. Alors, dans un, le druide crée 3 chiens magiques qui mettent en fuite 3 brebis qui sont en fait des magiciennes qui sont au service du roi Cormac, qui est l'ennemi des Munstériens qui a été embauché, qui ont embauché notre druide, parce qu'ils sont en grosse difficulté face au roi Cormac, qui veut leur imposer justement un tribut supplémentaire de 180 vaches, totalement injuste. Le deuxième épisode, c'est un combat dans lequel le druide combat par son disciple Kenmar, qui est en quelque sorte son substitut ici, mais ça n'empêche pas de jouer un rôle magique. Et il y a 2 combats auxquels il l'envoie successivement dans un gué, 2 jours de suite,
deux combats où le disciple doit affronter deux des druides de Cormac. Enfin, il y a un troisième élément très important, c'est à la fin du texte une bataille de feu druidique dans laquelle notre fameux druide vient à bout du principal druide de son adversaire, le roi Cormac, et le vainc, avec comme conséquence la défaite des armées du roi Cormac. Alors, on va commencer par l'épisode des chiens. Et on va essayer de voir que cet épisode des chiens, il est raconté notamment sur la plaque du fond, mais aussi sur plusieurs autres plaques. Comment vient-il à bout de ces fameuses brebis magiciennes? Eh bien, en créant 3 chiens. Vous savez que le chien est un symbole du guerrier pour les Irlandais. Et ces 3 chiens, il va les fabriquer en utilisant un briquet. C'est-à-dire qu'il va les fabriquer en allumant un feu, un peu comme on allume un feu sous un chaudron. Mais regardez les 3 chiens sur cette plaque du fond du chaudron. Le numéro 1, vous voyez peut-être, est roulé en boule, un peu, il est en position fœtale, comme s'il était encore dans le ventre de sa mère. Il est à peine gravé sur le fond du disque, comme s'il était en train de monter, de sortir du ventre ou de sortir du chaudron où le feu qu'a allumé où ce feu donc, est en train de le créer, de le fabriquer. Il y en a un deuxième qui est totalement aplati au sol, qui rappelle un petit peu un animal qui sorti du ventre de la mer, que ce soit un veau, un poulain ou un chiot. Il s'arc-boute sur ses pattes pour essayer de se relever, mais il a bien du mal parce qu'il est encore très faible. Et puis le troisième, on le voit courir, le numéro 3, au-dessus du taureau. Et lui, il est déjà bien vivant, petit, mais bien vivant. On a les 3 chiens qui sont représentés, mais à 3 stades de leur naissance. Maintenant, prenons la plaque des 3 bovidés, qui est à l'intérieur toujours. En bas, là, il y a 3 registres. En bas, il y a 3 chiens maigrelets qui courent vers la gauche, avec les côtes un peu saillantes. En haut, au registre supérieur, au-dessus des taureaux, vous avez là 3 petits molosses, déjà bien agressifs, dont le pelage va rappeler ce qu'on va trouver sur les autres plaques. Et le décalage entre le registre du bas et le registre du haut semble traduire le texte, puisqu'on nous dit, à mesure que les brebis s'approchaient d'eux, c'est les chiens, la force, la taille et l'ardeur batailleuse des chiens croissaient. Effectivement, on a l'impression entre le haut et le bas qu'on a bien ces chiens en train, non, qui viennent de naître, mais qui sont en train d'acquérir très très vite une force, une puissance. Alors, on voit ensuite ces chiens, vous voyez, là, à l'état de gros molosses de part et d'autre, du Taranis et du druide que nous avons proposé d'identifier à notre héros druidique, là, du texte du siège de la colline des Bovidés. Et puis, le 3e chien, on le retrouve sur la plaque de la déesse, entre 2 griffons. Et ça correspond également à ce que nous dit le texte, à savoir que le druide a créé 2 chiens femelles et un chien mâle, et que c'est le mâle qui s'avance en premier, qui vient au combat contre les griffons. Et effectivement, vous voyez que les 2 femelles ont un pelage un petit peu différent, l'autre a un pelage beaucoup plus, qui ressemble plus à celui des griffons, d'une certaine manière. On nous dit qu'il est carapassonné. Voyons maintenant ces griffons. En fait, ces griffons, il faut les identifier avec les fameuses brebis magiques, ces moutons bruns. Alors, que nous en dit le texte? Elles vinrent au combat sous l'apparence de 3 moutons bruns. Elles avaient des carapaces de cornes, des têtes d'os, des becs de fer, et ici des poisons, capables de tuer 100 hommes dans le combat. On voit bien le bec impressionnant, on voit le cœur assez fort, la tête d'os un peu plus difficile à apprécier. Et surtout, on nous dit, ces 3 brebis avaient 3 franges de feu au flamboiement rouge autour de leur cou. Et si on regarde bien, ces 3 franges de feu, c'est ce qu'on a pris pour l'aile du griffon. Ou plus exactement, c'est l'équivoque,
parce que les griffons répondent à un modèle, je dirais, un peu gréco-romain, hellénistique de représentation, pas du tout celtique. Mais comme certaines sculptures gallo-romaines reprennent les modèles romains, classiques, gréco-romains, là, le modèle de représentation est probablement oriental, mais par contre, la conception qui est derrière, ben, c'est les fameux moutons bruns qui sont en fait des brebis magiques. Alors, que nous dit le texte après? Bien que les chiens crachent du feu et qu'ils viennent à bout ainsi des brebis qui s'enfuient. Alors, ben, ces brebis qui s'enfuient, c'est celles qu'on voit, les 3 brebis que l'on voit partir en sens opposé dans le registre inférieur de la plaque du Taranis. Et puis, pourquoi est-ce qu'on a ce serpent cryocéphale? Eh bien, tout simplement parce que le serpent cryocéphale est un symbole du feu. Et on a vu que ces chiens viennent à bout des brebis par le feu. Alors, prouver cela, c'est très facile. Les chenets gallo-romains ont souvent des têtes de bélier. Les briquets lathéniens aussi ont souvent une forme de corne recourbée. Donc, on peut ainsi vérifier l'hypothèse que nous avons donnée au départ. Les 2 chiens que nous avions de part et d'autre de Dieu à la roue, eh bien, ce sont les chiens magiques de ce combat. Et le serpent cryocéphale, il indique la manière dont ces chiens vont venir à bout des brebis qui s'enfuient. Alors, au total, donc, nous trouvons la naissance des chiens sur la plaque du fond, leur croissance sur la plaque des globovidés, les chiens qui viennent au combat au registre supérieur de la plaque du Taranis et au registre inférieur de la plaque de déesse, et puis les chiens qui prennent les brebis qui prennent la fuite, qui sont vaincus au registre inférieur de la plaque du Taranis. Alors maintenant, nous allons voir le 2e, et puis plutôt le 3e épisode, c'est-à-dire celui de la bataille de feu druidique. Là encore, on peut la trouver, mais non plus sur l'intérieur, mais à l'extérieur du chevaux. Alors, cette plaque, on peut la décrire, mais avant, il faut peut-être raconter cet épisode des feux druidiques. Alors, comment ça se passe? On est vers la fin, et le druide principal de Cormac, il n'y a plus qu'une chose à faire pour s'en tirer, parce qu'il est dans une situation très difficile vis-à-vis du druide adverse et des armées du Munster qui sont, je dirais, dont la valeur dépend beaucoup de l'action du druide. Alors, il décide donc d'allumer un feu. Alors, il fait entasser des fagots très vite et en désordre, et puis il s'élève dans les airs pour essayer de diriger la fumée de ce feu vers le camp adverse. De l'autre côté, notre fameux druide en fait autant. Mais lui, il a soin de faire bien aménager son feu, notamment d'installer des orifices pour l'aération. Puis il s'est apporté sa fameuse peau de taureau brun sans cornes, sa coiffure oiseau, et lui aussi s'élève dans les airs. Alors, on voit un petit peu tous les éléments de ce combat, on peut qualifier d'aérien. 2 druides qui sont soulevés en l'air par les mains du dieu, chacun des druides tenant un petit sanglier, un chien qui indique qu'on est bien dans une zone de combat, puisqu'on a dit le chien, c'est pour les Celtes en général la métaphore du guerrier, et puis le cheval ailé, le Pégase, là encore de vocabulaire, je dirais, artistique plutôt hellénistique, eh bien ce Pégase, il nous indique que le combat est aérien. Il y a qu'une... Regardons maintenant là également le front de notre divinité. Il est orné de 2 grandes cornes de bélier affrontées. C'est pour nous indiquer qu'il s'agit d'une bataille de feu. En effet, j'ai dit le serpent à tête de bélier est un symbole du feu, mais pourquoi? Ça vient du fait que
les cornes du bélier sont des symboles de la percussion, notamment parce que ces animaux s'affrontent au moment du rut, et c'est par analogie que, avec le frottement ou le choc du briquet, avec sa percussion qui est nécessaire, que ce symbole du feu existe. Mais il reste quand même une petite interrogation. Pourquoi tienne-t-il un sanglier qui n'a apparemment rien à voir avec l'histoire? Bien, on trouve la réponse dans un autre texte irlandais qui s'appelle « La destruction de l'auberge des Deux Rouges », Togal Brudné d'Aderga. La destruction de l'auberge des Deux Rouges met en scène à certain moment un feu important qui est très soigneusement organisé, qui a un certain nombre d'orifices d'aération notamment. Et ce feu, il a un nom. Il s'appelle Torcalier, c'est-à-dire le sanglier de bois. Donc le sanglier que tient chacun des deux personnages en l'air, en fait, c'est un symbole du fameux feu qui est allumé par chacun des druides. Mais celui de notre druide étant mieux agencé que celui du druide adverse, celui du roi Cormac, eh bien c'est le premier qui va l'emporter. Aussitôt, ses adversaires s'abattent par terre et l'armée du Munster met l'autre en déroute. On va passer maintenant au troisième épisode, qui est celui du combat, cette fois-ci aquatique. Ça se passe dans un gué. Alors c'est assez simple. On voit que là encore, le dieu soutient en l'air, cette fois-ci, deux dragons. Alors on peut ici supposer que ces dragons sont les deux guerriers qui s'affrontent, là encore. Mais ce qui est important dans ce texte, c'est le petit motif qui est dessous. On voit deux espèces de monstres à corps très allongés qui peuvent évoquer des chenets, là aussi, de foyer, mais surtout qui renversent deux personnages qui montrent ostensiblement leurs mains, bien qu'elles ne tiennent rien, et puis dont on ne voit qu'une jambe qui est passée sous le monstre de part et d'autre. Alors, là encore, on a les éléments de réponse dans le texte. Qu'est-ce qui se passe? Notre fameux druide, eh bien, il crée une anguille de mer gigantesque qui vient renverser le druide adverse, qui, nous dit le texte, fait 9 nœuds autour de son corps et une jambe se trouve dessus et une jambe dessous. Et puis on nous dit qu'au moment où le monstre fait son nœud, eh bien, les armes que les druides avaient dans la main, ces armes éclatent en 1000 morceaux, ce qui explique pourquoi leurs mains sont tellement mises en évidence. Et surtout, on voit qu'il y a deux druides, comme il y a deux combats successifs, 2 jours de suite, entre le disciple du druide et les druides du roi Cormac. On voit donc ici que les 3 épisodes, en fait, ont leur correspondance sur notre chaudron. Il y a à la fin de ce texte, il y a un poème qui résume un peu l'action, qui a pu servir d'ailleurs d'argument pour développer le récit. Alors voilà ce poème. Ils créèrent 3 chiens bien dressés pour détruire les brebis cruelles. On a vu l'épisode des chiens. Ils créèrent une anguille de mer sous les flots pour tuer Kolsta et Nourga, c'est les noms des 2 druides du roi Cormac. J'ai tourné les feux vers le parti du Nord au glaive valeureux. Je n'ai laissé que la force d'une femme en couche aux habitants de l'Est, descendants de Cod ou sans bataille. Et cet élément que nous n'avons pas encore examiné est important. Il rappelle qu'on a une espèce de guerrier bien bizarre sur la plaque des chiens. Ce guerrier, il a une arme à la main, mais il a aussi 2 seins bien féminins. Par contre, là, notre poème nous explique pourquoi. Il est comparé à une femme en train d'accoucher qui a perdu donc toute force, toute possibilité de se battre.
le combat tourne mal contre Con, le roi Cormac est un descendant de Con, au bénéfice des vaillants munstériens. 400 seigneurs au roi des armées de Cormac furent tués jusqu'à Formael. Leurs chevaux ne firent qu'une étape. 400 brillants valets d'armes de l'armée de Cormac furent tués entre Formael et Radney. Crota, Kert, Kitoa, les druides de la race de Cormac, ils furent changés par moi en pierre dans la plaine de Radney. Alors, peut-être bien que ce poème fait allusion à une autre scène intérieure, celle dite du chaudron de résurrection. Regardez bien, en haut, vous avez 4 cavaliers, 400 seigneurs du livre. Alors, bien sûr, un cavalier, et il y a l'exagération épique. Ici, donc, 4 cavaliers, 400 seigneurs. 400 brillants valets d'armes. Il est un peu curieux qu'il y ait autant de seigneurs que de valets d'armes. Les valets d'armes, en fait, si vous regardez bien, ils sont 8. Il y a 6 soldats avec leurs boucliers, il y a un officier, sous-officier Serfil, et puis il y a le 8e qui est en train d'être plongé dans le chaudron, dans la cuve, par ce que nous pouvons supposer est un druide de taille importante, en tout cas plus importante que les autres hommes, et qui est coiffé d'un bonnet avec une espèce de queue de chien, du certain. Ce ne serait peut-être pas aussi affirmatif. Et puis à l'extrémité, vous avez 3 musiciens, 3 joueurs de carniquès, et ces 3 druides, nous dit-on. C'est dans le poème. Sont-ils les 3 druides du poème qui seront changés en pierre? C'est une possibilité. En tout cas, leur nombre, là encore, va bien. 400 seigneurs, on a 4 cavaliers. 400 brillants valets d'armes, on a 8 guerriers, donc 2 fois le nombre des seigneurs, et puis les 3 druides à côté. Et puis au-dessus, vous avez un serpent à tête de bélier, dont on a dit qu'il avait un sens de feu. Or, c'est ce que l'on dit dans les textes irlandais ou gallois qui parlent du chaudron de résurrection. Le chaudron de Bran, il marche si on allume le feu dessous. De même, la fontaine de santé de Diamkert, dans la bataille de Moytura, eh bien, on nous dit qu'elle est faite pour recharger en feu les guerriers morts, qu'ils ne puissent ressusciter le matin. Donc, nous avons ici un certain nombre d'éléments qui correspondent. On a aussi quelques découvertes archéologiques qui peuvent aider. On a parlé de cette peau de taureau qu'elle le druide avait utilisé pour s'élever dans les airs. Eh bien, on présente une sépulture trouvée dans la plaine de Luçon en Vendée. Il y a 2 sépultures. C'est un enclos funéraire qui fait 15 mètres de côté, qui date du IIe siècle avant Jésus-Christ. À l'intérieur, il y a 3 fosses, dont un guerrier qui est enterré sur le ventre avec ses armes, 2 fibus, des perles et une canine de sanglier. Et il est enterré sur une peau de bœuf qui a gardé là ses cornes, sa queue, ses pattes. Et il y a autour 2 sépultures d'accompagnement avec 2 guerriers. Il n'y a aucun mobilier à part ce qu'on suppose être des animaux sacrifiés. Quant aux hommes, on ne sait pas. L'homme est enterré avec 2 vaches, un veau et un poulain. Et les 2 tombes sont à peu près du même genre, sauf qu'un des hommes est enterré sur le dos et l'autre sur le ventre. Alors, terminons par une dernière chose. Regardons maintenant les différentes plaques, évidemment les personnages qui sont du même type que notre druide. On a dit ce druide, il occupe tout le registre pratiquement. Il y a 2 autres personnages aussi importants. C'est le prétendu Cernunnos, se préfère l'appeler le maître des animaux, et puis le druide du chaudron de résurrection, le maître du chaudron de résurrection. Tous les 3, ils sont situés à la gauche, ils sont décalés vers la gauche de l'image. Tous les 3, ils sont accompagnés aussi d'un serpent cryocéphale. Sous le druide à la roue, le maître des animaux en tient à la main, et le 3e, on l'a vu, il précède les cavaliers, tout à fait à l'opposé là, du maître du chaudron de résurrection. Alors le Cernunnos, je le reprends ici,
il a toujours intrigué par sa position dite yogique ou bouddhique. Ben, moi, je préférerais dire que comme notre druide, c'est une position druidique. Et là, on a des arguments très forts que les archéologues, depuis, disons, peu de temps, l'article que je cite ici est de 2017, c'est-à-dire qu'il est relativement récent, sont maintenant capables de repérer un druide par sa sépulture. Voilà deux exemples de sépultures, très arasées, mais c'est une est dans l'Oise, l'autre est dans le Loiret. La carte que nous avons là montre qu'on les trouve pratiquement depuis l'Est et le nord de la France jusqu'à la Charente, et aussi chez les Helvètes. C'est ont la particularité d'être des inhumations assises, toujours faites en dehors des cimetières habituels. Ils sont parfois par groupe. Au total, aujourd'hui, on en connaît peu, mais quand même une cinquantaine sur 10 sites différents. Et il n'y a aucun mobilier. On n'est même pas sûr qu'il y ait un vêtement. On trouve par exemple pas de fibule, pas de bijoux pour les orner. Il semble enterré assis, presque nu, avec deux variantes, assis en tailleur ou bien avec le pied, disons, retourné un petit peu sous les fesses. Il y a ici une petite statue qu'on a trouvée, enfin une attache probablement de chaudron, d'une pièce métallique quelconque, d'un vase métallique quelconque, et donc avec une position assise. On connaît aussi plusieurs dizaines de statues de ce type-là, parfois avec des serpents, souvent avec des torques. Alors, quelle est la conclusion de l'étude la plus importante et la plus sérieuse qui a été faite, qui est publiée dans Gallia, donc en 2017? Eh bien, on nous dit que ces sépultures assises, tout montre qu'il s'agit de druides. Enfin, on n'ose pas dire le mot de druide. Le terme du druide est d'usage délicat. Mais s'il est prématuré d'y voir les représentants du sacerdoce celtique, l'histoire de cette position, la codification précise qu'elle exprime, isole sans aucun doute ces hommes du commun des mortels dont ils sont éloignés tant géographiquement, puisqu'ils sont enterrés à part, que symboliquement, et qui doivent le demeurer dans la mort immobile, assis à jamais. Alors, la comparaison avec le bouddhisme peut se faire simplement dans le sens où il s'agit d'hommes spirituels, pour dire, qui adoptent une certaine position et qui l'adoptent ici aussi bien dans la mort que dans la vie. Voilà un petit peu, j'espère pas avoir été trop long, un petit peu ce que l'on peut dire en partant de notre personnage irlandais et en projetant ce que nous en connaissons par la littérature irlandaise, en le projetant sur le chaudron de Gundestrup. Gérard, je te rends la parole. Tu as encore des diapositives, non? Quand je vois sur ta colonne oui, de mais gauche. ils sont moins liés à notre personnage. Si on a le temps, éventuellement, on peut regarder un petit peu. Et par exemple, celle-ci, qui donne la position des plaques. Parce que, contrairement à Hack, qui mettait les plaques dans l'ordre dont il avait envie pour que ça colle avec sa théorie, je crois qu'il faut les prendre telles que les Danois ont reconstitué l'ordre. Et si on regarde alors les plaques extérieures, en fait, on a vu qu'un des critères importants était la présence de végétation ou non. Et par exemple, on a ici 3 plaques qui n'ont pas de végétation, sur lesquelles il n'y a aucun symbole végétal. Donc, ils doivent correspondre à la saison sombre. Les 2 suivantes ici, au contraire, ont un décor végétal, doivent correspondre à la saison claire qui commence au mois de mai chez les Celtes et qui se finit en octobre, en gros. Et puis les 2 autres doivent correspondre à des fêtes de milieu de saison. Il y en a une qui a de la végétation, c'est celle-ci, c'est celle avec la déesse, et une qui n'en a pas, bon, de végétation, donc milieu d'hiver et milieu d'été. Donc, alors celle des oiseaux et celle d'hiver, c'est le début. On sait qu'en Irlande, c'est au moment de Samhain qu'arrivent les oiseaux qui viennent emporter les âmes des héros vers l'autre monde. Et il y a un raccord très simple aussi, c'est l'espèce de petit canidé qu'on trouve sur cette plaque et qu'on retrouve sur le chaudron de résurrection.
elle amène les guerriers morts vers l'intérieur, vers l'autre monde, pour qu'ils accèdent au chaudron de résurrection. De l'autre côté, par contre, ce sont les cerfs qui servent ici à indiquer le début du mois de mai. En effet, c'est ce qu'on trouve dans certains mythes irlandais ou bien dans la coutume blanchère, du blanc cerf, dans les romans arthuriens. Eh bien, le héros qui va devenir le nouveau roi, eh bien, ce héros, il est désigné par la rencontre d'un cerf à Beltignos, c'est-à-dire au début mai. Voilà, par exemple, une diapo que l'on peut commenter pour expliquer un petit peu. Mais là, on a quitté notre personnage phare. Merci. Gérard, je te laisse reprendre la parole pour lancer le cycle de questions avec le public. Après, on peut peut-être commencer avec ce qu'il y avait dans le chat. Oui. Donc, je vois que Soulwen avait quelques questions. Je ne sais pas si... Alors, j'ai pas... Alors, c'est de retrouver le... Julie, est-ce que tu peux lire la première question, s'il te plaît? Alors, attends, j'essaye de... Que pourraient signifier les franges de feu sur les griffons, ainsi que le remplacement? Les franges de feu. Ils indiquent simplement que le chien, le mouton, lui aussi, il combat par le feu. Tous les combats qu'on voit pratiquement, il y a des signes qui indiquent. Alors dans le texte, c'est dit très clairement, hein, c'est comme les chiens, ces griffons, ils sont capables de projeter de la flamme. Je ne sais pas. Donc qu'ils soient griffons, dans le texte celtique, ils ne sont pas griffons, ils sont moutons. Mais ces moutons jettent du feu. J'invite Soulwen à réagir peut-être. Soulwen, tu veux prendre la parole? Oui, merci. Alors, je ne sais pas trop, bon, je n'ai pas les connaissances qui me permettraient en fait de savoir argumenter. J'ai effectivement pensé à des ailes d'abord, hein, puisque ça a cette forme-là. Mais du fait que ce soit du feu, ça m'amène à me demander s'il n'y a pas un côté symbolique et magique plus important que juste montrer qu'ils combattent par le feu, parce que ce n'est pas un élément anodin en fait. Oui, non, ce n'est pas un élément anodin. Mais et on voit que le feu est au centre de tous les éléments guerriers. Et on voit ce serpent qui apparaît, par exemple, au moment de la fuite des brebis. On voit les fameuses cornes de bélier au moment de l'affrontement par le feu entre les deux druides. On voit la recharge en feu qui est nécessaire lorsqu'on plonge. C'est pour ça qu'on plonge les guerriers dans la fontaine de résurrection, qu'on les met dans le chaudron de résurrection. Le guerrier doit être animé par une force puissante qui est de la nature du feu. C'est la fureur guerrière. D'accord. Ben, merci pour cette explication. Il y a eu aussi plusieurs questions concernant le chaudron lui-même, sur son usage, ses fonctions. C'est un objet liturgique. À quoi pouvait-il servir exactement? D'abord, ce chaudron, c'est quand même presque 9 kilos d'argent. Donc, il peut pas l'hypothèse la plus vraisemblable, surtout, on voit qu'il y a beaucoup de druides qui sont représentés dessus. La plus vraisemblable, c'est un chaudron de sanctuaire ou d'un prêtre particulièrement important, un druide royal ou des choses comme ça. Ou alors, ça appartient donc à un roi puissant. Et alors, à quoi ça peut-il servir? Alors là, il y a les chaudrons ont différentes. Il n'y a pas que des chaudrons de résurrection, il y a aussi des chaudrons d'abondance dans la mythologie celtique, par exemple. Mais ici, symboliquement, c'est plutôt un chaudron de résurrection. Alors, on a parlé aussi de chaudron initiatique, mais enfin, chaudron initiatique, c'est une résurrection initiatique. Donc, on retombe dans le même raisonnement.
Donc ces chaudrons, ici, on n'est même pas sûr qu'il ait servi. Qu'il ait servi monté. Je crois qu'il y a des archéologues qui disent il a été assemblé, on l'a trouvé démonté, empilé, mais qui, a priori, je pense que oui, puisque les Danois ont repéré avec les différents les orifices qu'ils transperçaient l'ordre des plaques. Donc, a priori, il a dû servir. Mais c'est un chaudron démontable. Donc, on connaît un certain nombre d'autres exemplaires. Et là-dessus, du point de vue strictement archéologique, les études des archéologues allemands sont particulièrement pointues. Mais ils ne nous disent pas, on n'a pas retrouvé des résidus dessus. La seule chose qu'on a trouvée, c'est de la cire d'abeille, mais qui a peut-être servi plutôt à mouler ou à entretenir le chaudron. Mais alors c'est d'ailleurs intéressant parce que la cire d'abeille a permis d'avoir des datations carbone 14. Et ces datations sont un peu plus récentes que celles qu'on attendait, puisque la thèse classique, c'est un chaudron qui avait été pillé, fabriqué dans la région du Danube, pillé par les Cimbres et ramené au Danemark par un contingent qui serait revenu au pays. C'est pas si sûr que ça, parce que les dates qu'on trouve sont plutôt des dates soit de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, soit même au-delà de Jésus-Christ au 1er ou 2e siècle. Donc, on a tendance aujourd'hui à rajeunir un petit peu ce chaudron. Et pour la thèse officielle, les archéologues allemands ont mis au point une deuxième thèse, comme quoi il aurait été plutôt fabriqué en Gaule du Nord ou dans la région du Limès, par ce qui expliquerait son allure, avec notamment les modèles hellénistiques qui sont prégnants. Eh bien, ça serait un fabricant de phallaires qui travaillait pour l'armée romaine, qui se serait déplacé dans cette zone-là du Limès et qui aurait été notamment un des artisans, avec peut-être certains de ses disciples lui aussi, de la confection de ce chaudron. En général, on distingue deux écoles au moins dans les plaques, une qui est plus franchement gauloise, l'autre qui est très hellénistique de formation et donc on pense qu'ils ne peuvent venir que de la région du Danube, voire de plus loin. Sans compter ceux qui veulent faire venir des Indes à cause de la position yogique. Enfin, ça, je crois que ça, c'est du folklore. Merci pour les éclaircissements. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions par rapport à l'objet chaudron. Si je peux intervenir, hein, donc le chaudron est visible au National Musette à Copenhague. Et j'étais en contact avec Cole Fleming, qui est le conservateur pour l'âge du fer. Et je dois avouer que autant le Danemark, ils ont toute cette tradition mythologique scandinave, autant le chaudron pour eux est un peu incompréhensible. Et donc, on avait contacté, mais il n'y a pas eu de suite. Et si vous allez dans le musée, le chaudron est présenté, mais il n'y a strictement rien. Alors que pourtant, tous les personnages, comme M. Robreau l'a démontré, effectivement, on a des figures mythologiques gauloises très connues, bien documentées. Et ce n'est même pas documenté dans le musée. Donc, on a un peu, malheureusement, de difficultés. Il se trouve dans une place où il n'y a pas de chercheurs qui travaillent sur ce domaine-là, vraiment. Donc, il reste un peu incompréhensible. Le conservateur est quand même est un tenant de la thèse classique des chaudrons fabriqués dans les régions danubiennes. Donc, il recherche plutôt une explication par la mythologie balkanique des régions orientales de l'Europe, gréco-romaine ou macédonienne, enfin dans ces régions-là, il ne cherche pas vraiment une compréhension celtique, puisque pour lui, ça a été fabriqué beaucoup plus à l'est. Il y a un argument qui n'est pas mauvais, c'est que effectivement, le travail d'argenterie et un tel objet est plus fréquent dans ces régions-là. Par contre, les analyses qu'ont fait certains de ses confrères scientifiques, ce qu'on a trouvé du point de vue de la composition de l'argent, qui a été analysé par spectroscopie, ce qu'on a de plus proche, c'est les monnaies plutôt de Gaule du Nord, Gaule armoricaine. Bon, maintenant, il faudrait peut-être aussi avoir des panels plus larges de comparaison, mais donc actuellement,
Et pour moi, j'ai plutôt tendance à privilégier la thèse allemande parce que c'est plus satisfaisant d'avoir, si on l'explique par la mythologie irlandaise, d'avoir des fabricants en Golbüner que d'avoir des fabricants dans la région du Danube. Mais on ne connaît pas non plus le degré de similitude, de différence qu'il peut y avoir entre les Celtes de l'Est et les Celtes de l'Ouest. Et donc, par conséquent, c'est difficile de dire s'ils avaient une mythologie cohérente sur l'ensemble des domaines celtiques. D'autant plus qu'ils avaient une caste quand même druidique assez importante et homogène. Et donc, par conséquent, ils ont pu maintenir un corps de doctrine relativement important et solide, peut-être beaucoup plus longtemps qu'on ne le pensait. Sur ce même sujet, une connaissance m'avait proposé comme hypothèse que le chaudron soit un trophée guerrier. Et donc, on aurait la mythologie à l'intérieur, à l'extérieur, peut-être les chefs guerriers. Je posais cette question, cette hypothèse à Eugène Warmambol, qui est spécialiste à l'ULB de l'âge du fer. Puis il me dit si cela s'avérait, ce serait exceptionnel, parce qu'on n'a pas d'exemple comme ça. Donc, a priori, il faut revenir vers le religieux plutôt. Oui, moi aussi, je pense plutôt, je suis de son avis. Sauf la scène que vous avez sous les yeux, là, vous la voyez là actuellement? Oui, tout à fait. Les couvertures donc, du livre que j'avais fait en version bilingue franco-anglaise. Eh bien, et là, on a l'impression effectivement peut-être de guerrier. Mais la plupart des autres scènes sont essentiellement des scènes plutôt où on voit des druides ou des dieux. Mais il y a peu. Alors, bien sûr, on avait des affrontements, par exemple, guerriers, enfin, de type guerrier, mais c'est de la magie guerrière et c'est de la magie druidique, hein, ce qu'on trouve dans le texte irlandais que j'ai présenté. Hein. C'est du combat uniquement magique. Hein, on se transforme en anguille. Alors, ça rappelle des choses dans la mythologie. La transformation d'anguille de mer, ça rappelle le combat de la Morrigan contre Corwulid. Hein, la Morrigan dit « je me transformerai en anguille, je me transformerai c'est plus en loup ». Elle a plusieurs formes animales avec lesquelles elle va affronter le grand guerrier. Mais l'anguille en fait partie. Il y a un autre parallèle qui a été fait, je ne me rappelle plus de qui, c'est entre le chaudron et puis le vase de Bavay. Oui. Alors, parce qu'il a plusieurs décors et puis aussi de dieux, apparemment, sur les faces extérieures. Et donc, on peut penser que là, il y a des influences. Qu'en pensez-vous? Alors, oui, il y a eu une thèse à un certain moment où il y a 7 portraits sur l'extérieur. On avait pensé aux 7 jours de la semaine, et notamment chaque jour étant représenté par un dieu. On sait bien que les 7 jours de la semaine, dans le système latin, tout au moins, mais aussi dans le système germanique, ils portent le nom de Dieu. Donc, et à Bavay, on avait à Bavay, puis en Belgique, enfin pas uniquement, surtout chez les Nerviens, mais peut-être pas uniquement chez les Nerviens, mais également dans les zones autour. On avait donc des vases avec plusieurs visages qui pouvaient être divins, qui faisaient le tour du vase. Et donc, on a dit que ce sont des répliques, sont généralement plus tardifs, mais on a dit que ce sont des répliques en poterie de ces fameux chaudrons qui, eux, avaient des visages en métal. Et la thèse a plus ou moins été aujourd'hui abandonnée parce que c'est rare de trouver avec que 7 visages. Souvent, la plupart du temps, il y en a moins, c'est 3, le plus souvent. Et puis, la correspondance avec les jours de la semaine a été extrêmement difficile à mettre en place et la plupart des commentateurs ont plus ou moins abandonné cette thèse, mais elle a eu une période de prospérité pendant quelques dizaines d'années, même plus que ça, parce que je ne sais pas si déjà du temps de Julien on n'en parlait pas, mais les archéologues allemands en tiennent toujours un petit peu compte, mais j'ai quand même l'impression que c'est plus très populaire chez les scientifiques aujourd'hui. Mais peut-être le faux ami, c'est de faire l'adéquation entre les dieux et les jours de la semaine. C'est peut-être ça le problème finalement, parce qu'on peut concevoir des chaudrons avec plusieurs dieux qui n'ont rien à voir avec les jours de la semaine.
Oui. Et là, ça devient encore plus difficile à prouver parce que les jours de la semaine fournissent un cadre obligatoire. Donc, on le remplit ou on ne le remplit pas. Mais si on peut choisir ces dieux au hasard, ça devient plus fragile du point de vue méthodologique. Mais actuellement, je ne connais pas, ça existe. Je ne connais pas vraiment de tests très élaborés qui ont été publiés récemment sur ce système. Mais ça existe peut-être. Pour moi, ce genre d'explication commence à dater un peu. Mais là-dessus, je ne m'engagerai pas. Hein. Après, tout dépend de ce que l'on pense. Et je suis moins affirmatif que vous avez été au départ sur l'identification des dieux, hein, des 7 portraits qu'on a. Parce que, en fait, la façade extérieure a toujours le même modèle. Un dieu, 4 masculins, 3 féminins. Ça correspond assez bien au Panthéon de César, puisqu'il donne 4 dieux masculins et une seule déesse. Mais les déesses sont très facilement triples, c'est les Celtes, et même trivalentes, c'est les Indo-Européens en général. Donc, si vous regardez bien la composition des panneaux de la grande déesse et du Taranis, vous apercevez qu'il y a 2 registres, mais que la grande déesse, le panneau est basé sur 3 colonnes, alors que pour le dieu masculin, il est basé sur 4 colonnes, avec notre druide qui occupe la 4e. Donc, on retrouve à nouveau 4 et 3. Alors, c'est un hasard, mais j'y crois pas trop dans ce genre de domaine. Donc, le 4 plus le 3, ça semble être le masculin plus le féminin, du point de vue divin. Sans compter qu'il y a l'interrogation sur la 8e plaque, puisque les dimensions des plaques font qu'à l'extérieur, il semblerait manquer une plaque. Peut-on faire un lien avec le pilier des notes, où vraiment ces objets sont trop loin géographiquement et trop distants aussi iconographiquement? Non, du point de vue distance, si on peut utiliser un texte irlandais pour expliquer ce chaudron qui est découvert au Danemark, qui vient peut-être du Danube, ou qui a été fabriqué sur les bords du Rhin, dans le Limès, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas utiliser le pilier des notes. Il y a des choses, d'ailleurs, du pilier des notes. Comment on a reconnu le fameux Cernunnos? Les fameux oiseaux, on les retrouve aussi dans les 3 grues, le taureau aux 3 grues. Et les taureaux, ce n'est pas non plus ce qui manque sur ce chaudron. Donc, non, il y a sûrement des. Mais c'est plus difficile à expliquer parce que là, on a. Si on prend 6 ou 7 plaques, on peut les expliquer. La moitié du chaudron peut s'expliquer, se comprendre par notre texte irlandais. Ce n'est pas possible pour le pilier des notes. Peut-être une autre question aussi. Ce texte, justement, légitime, explique le premier druide, le plus grand druide d'Irlande. Avons-nous des textes comparables pour la Gaule, sachant que je sais que tu as beaucoup travaillé sur la géographie, justement, gauloise, enfin gauloise gallo-romaine. Trouve-t-on des textes comparables à celui de Mogroit qui expliquerait que, effectivement, un héros prépondérant qui légitime un peu tous ceux qui vont le suivre, un peu comme les chrétiens ont fait après avec Saint-Benoît, etc. Dans les textes géographiques, on retrouve beaucoup de thèmes, mais ce qu'on retrouve, c'est plutôt des divinités. Enfin, c'est des divinités dégradées, on pourrait dire entre guillemets. Enfin, c'est des motifs qui étaient appliqués sur des divinités. Personnellement, je n'ai pas en tête, je ne vois pas, mais le druide, en Irlande, la christianisation s'est faite de manière beaucoup plus progressive et indigène, je dirais. Et en Gaule, ça a été un affrontement beaucoup plus fort entre le christianisme et puis la religion, je dirais, païenne, qui elle-même a déjà été très bouleversée par la romanisation. Il n'y a pas de romanisation en Irlande. La christianisation s'est faite de manière beaucoup plus tranquille, je dirais. Donc, c'est pour ça qu'on a gardé ces textes. Mais je n'ai pas en tête la description, enfin, disons, l'évolution de druides. Alors, qui soit bien évidente. Ça existe peut-être, mais à mon avis, pas dans la géographie. Mais par contre, on trouve le maître des animaux, par exemple, dans les romans de Chrétien de Troyes. Et le maître des animaux se retrouve également dans certains textes géographiques. Par exemple, en Champagne, il y a au moins 2 ou 3 personnages qui se rapprochent du maître des animaux.
Et puis, bon, bien sûr, il y a le fameux roman de Chrétien de Troyes où là, Yvain rencontre le maître des animaux. On le voit. Et bon, le maître des animaux, pour moi, est un druide. Il n'y a pas de. Enfin, c'est vraiment un druide héroïque, c'est plus qu'un druide. Mais c'est un personnage qui est tellement héroïsé qu'il devient une espèce de sous-dieu, quoi, en quelque sorte. Mais il n'est pas représenté comme un dieu, puisque le dieu est représenté en principe en buste, alors que là, il est représenté comme un personnage. Pourtant, tu as travaillé sur la Bretagne, sur le personnage. On a Gwenland, on a Taliesin, qui sont un peu les proto-saints, qui sont aussi des druides. Oui, ces personnages-là pourraient. Mais ils sont plus complexes. Je sais pas, tu connais peut-être mieux toutes ces questions, notamment au niveau du conte ou des choses comme ça, mais je ne vois pas de druide à la roue. Exact. Par contre, il y a quelques saints qui ont des roues, qui sont liés très fortement à la roue. Il y a Saint-Germain-à-la-Roue dans le Cotentin. Vous avez Saint-Gildas a peut-être quelques rapports avec la roue, mais c'est un peu plus délicat à prouver. Et vous avez, alors, la roue apparaît surtout sous forme de rituels. Là, on a des rituels qui sont décrits dans une vie de saint, dans la vie de Saint-Vincent d'Agen, dans le Vallée de la Garonne. On a des rituels qui sont restés sous forme folklorique en Alsace, dans la vallée de la Moselle. On a des rituels qui ont, même dans le Val-Espire, au sillon français. Donc, il y a on a des traces dans la géographie et puis dans le rituel en Auvergne. Et il y a un certain nombre la roue a laissé une trace. Mais un druide à la roue, moi je ne vois pas un parallèle aussi évident. Il y a juste le fait de lancer une roue. Ça c'est certain, ça existe. Mais au niveau du rite, au niveau du personnage qui actionne la roue, c'est moins évident. Mais il y a aussi un personnage qui s'appelle Saint Foranan, qui a dû finir à Vauceur, en Belgique, et qui lui aussi est passé sur le continent avec une roue. Et on nous dit il a exactement eu sur une croix de bois qu'il achetait à la mer. Il avait mis 4 de ses disciples sur chaque côté des 4 morceaux, enfin, sur la croix, les 4 fragments, enfin, pas les 4 fragments, Chaque extrémité alors? Oui, sur les 4 extrémités de la croix, il avait les 4 disciples, 4 fois 4, 16, et lui il était mis au milieu, ou des choses comme ça. Et lui aussi, il a la même date de culte que Saint-Germain-à-la-Roue, c'est-à-dire le 1er mai, une date qui n'est pas non plus absolument aléatoire. Donc, la roue a en Gaule a laissé un souvenir, mais de personnages qu'on puisse dire que c'est un druide à la roue, ne vient rien immédiatement, en tout cas. Je ne dis pas que ça n'existe pas. On ne connaît pas tout, puis il y a des choses qui peuvent être légères et qu'on comprend tardivement, mais je ne vois pas actuellement d'exemple à donner dans ce domaine-là. D'accord. Julie, tu lis les questions? Justement, puisque justement vous parlez de la roue, je vois que Cédric pose une question concernant votre interprétation de la roue. Symbole du cycle des saisons, qu'en pensez-vous? Il y a une part, oui. Et il y a plusieurs interprétations possibles. Il y a le Jupiter gaulois est un maître du ciel, donc on peut aussi penser que c'est la roue céleste, mais il y a toujours des systèmes de correspondance. Effectivement, là, le mythe de la roue, on passe, d'après notre texte irlandais, notre druide a mis fin à un éternel été, c'est-à-dire qu'il a créé les saisons. Donc on peut penser qu'effectivement que la roue joue un rôle saisonnier. Le chaudron, il est circulaire. Et sur l'extérieur, on a l'impression qu'il y a une représentation du temps celtique, les 2 saisons et les milieux de saison. On sait bien que le calendrier celtique est fondé sur 2 saisons qui vont de mai à novembre en moyenne, parce que c'est un peu plus compliqué que ça dans la réalité.
Et puis sur 2 fêtes intermédiaires de milieu de saison, début février puis début août. Donc ce modèle, c'est bien celui du temps saisonnier qui s'écoule. Sur les monuments Jupiter à la roue, on a aussi souvent, je crois, donc je me rappelle l'étude de M. Sterck, il y a souvent également des symboles saisonniers, que ce soit des symboles, que ce soit ceux des jours ou plus probablement des mois. Il y a des saisons, mais visiblement il y a un rapport avec le temps, pas uniquement le temps atmosphérique, mais aussi le temps chronologique. Ça paraît évident. Alors, est-ce que cette roue est le symbole aussi du temps? Mais alors, la roue devrait être juste le simple cycle solaire qui monte, qui descend. Oui, et ce qu'on voit dans les rituels dont je parlais pour l'ancien territoire gaulois ou pour la France, et c'est généralement, on lance la roue, on la lance où il fait dévaler une pente au solstice d'été, c'est-à-dire quand le soleil va redescendre sur l'horizon. Mais ce qui est important aussi, c'est que cette roue est enflammée. Donc, le feu joue encore un rôle important. Et elle joue un rôle, alors on nous dit que les roues de notre druide servaient d'augure. Mais les roues qu'on lançait en Alsace ou dans la vallée de la Moselle, elles avaient pour des fonctions de prédire la bonne ou la mauvaise récolte. Si on arrivait à amener la roue enflammée jusqu'en bas, la récolte serait bonne. Si on n'y arrivait pas, elle serait mauvaise. Et ces mythes-là remontent très loin dans le passé, ils sont sûrement moins indo-européens. Il faut penser au mythe du discobole, par exemple, en Grèce. Il y a également des mythes de ce genre-là chez les Ossètes. Donc, celui que la roue tue chez les Ossètes, c'est un héros solaire. Dumézil a bien mis ça en évidence. Pourquoi on a une demi-roue? Est-ce que vous avez... Et dans d'autres textes irlandais, on dit qu'il a fabriqué la roue et on l'a pris en main et on dit la roue et la pierre, c'est plus quelle grande pierre ou menhir, sur laquelle elle se brisa. Donc il ne serait pas anormal, ça Holsmed l'avait fait remarquer, c'est que ça pourrait bien être qu'une demi-roue, donc ça serait la roue brisée à ce moment-là. Mais ça, c'est logique, puisque cette roue, elle est destinée donc à faire, je dirais, à amener le malheur. Donc, alors, elle est vraiment conçue comme apocalyptique, catastrophique. Celui sur qui elle tombera, il deviendra sourd, aveugle, et puis mort, finalement, nous dit-on dans les textes irlandais. Alors, le dossier, là, est très bien connu. Il a été fait, d'une part, il a été repris par François Duroux dans les années 60, c'est un demi-siècle, et auparavant, il a été fait dans l'entre-deux-guerres par Madame Müller-Lisowski en allemand, ce qui fait qu'il n'est pas très connu en français. Mais il y a quand même un article dans les études celtiques qui, déjà à cette époque, permettait quand même d'avoir un accès facile quand même au dossier de Madame Müller-Lisowski. Il n'y a pas d'autres remarques sur la roue. Il y avait une réflexion intéressante de Ninon concernant la position assise, notamment dans les sépultures, qui lui faisait penser au brahman indien. Est-ce qu'il y a une relation, un contact possible? Alors oui, non, à mon avis, il n'y a pas de contact direct. Mais par contre, je dirais la spiritualité, la position que les yogis indiens ou les moines bouddhistes peuvent employer pour la méditation peut être une position qui a une très grande ancienneté, qui aurait été aussi conservée par les druides. En tout cas, c'est comme ça que nos archéologues français expliquent que l'inhumation assise est la ressemblance. Par contre, moi, je ne crois absolument pas que c'est un contact avec des Indiens qui, au dernier siècle avant Jésus-Christ, expliquent cette position. Non, je pense que là, surtout qu'il y a quand même un grand vide entre les deux. Donc, je ne crois pas que
même à travers, c'est bien, il y a les royaumes hellénistiques de Bactriane, des choses comme ça, mais je vois très mal ce genre de choses. Non, c'est deux choses parallèles qui proviennent d'un même héritage probablement, mais d'ailleurs, autant que ça, même en Orient, on n'a pas beaucoup d'attestations de la position avant les débuts de l'ère chrétienne, à ma connaissance. Donc, elle ne devait pas être extrêmement célèbre auparavant, même si les textes sont bien sûr assez limités par là aussi avant cette date. Si je peux intervenir, hein, notre sociétaire Mathieu Alford a fait un ouvrage commun, coécrit avec Bernard Sergent, sur cette question-là. Alors là, effectivement, Sergent a amené tout son matériel textuel, où on peut faire des comparaisons justement de mythes, de légendes justement indiennes et celtiques. Après, effectivement, on vient à cette problématique de quand remonte cette ressemblance, justement. Est-ce que c'est récent, est-ce que c'est plus ancien? Quelle est leur réponse? Comment dire, Sergent ne se prononce pas, Mathieu Alford est plus enthousiaste, mais il n'est pas, c'est pas un historien dans la base, donc voilà. Donc sa réponse lui appartient à lui, je dirais. D'accord. Non, la réponse de Bernard Sergent, qui est quand même un bon spécialiste du monde indo-européen, et notamment un indo-européaniste français qui a vraiment travaillé toutes les parties du monde indo-européen, y compris l'Inde, de manière détaillée. Il serait intéressant, d'après ce que tu me dis, il serait moins enthousiaste et il verrait plutôt ça dans un passé lointain. C'est ça, si j'ai bien compris? Oui, mais ça me fait penser, toi aussi, tu as travaillé sur la vie de Saint Paul Aurélien et tu as trouvé une ressemblance textuelle avec l'Iran, ce qui est vraiment exceptionnel. Que vient faire ce mythe indo-européen, iranien, justement, jusqu'au début du christianisme en Bretagne, quoi. Moi, je peux l'expliquer que par un héritage. Il y a des thèmes qui ont été conservés de part et d'autre, hein, comme cette question de la roue. Hein. La question de la roue, on la trouve chez les Ossètes, en Grèce de manière différente, sous les formes des mythes très anciens du discobole. Mais justement, ça montre bien qu'on a des choses un petit peu différentes. Par contre, les Ossètes ont gardé des formes qui sont beaucoup plus proches et dont il semble y avoir eu à la fois des mythes et des rites, comme chez nous, la partie rituelle est extrêmement... On connaît mieux finalement la partie rituelle que la partie mythique dans le domaine celtique, qu'il soit gaulois ou qu'il soit irlandais. Donc pour moi, c'est vraiment un héritage, mais je ne pense pas qu'il y ait une réaction directe. Ce sont des gens qui sont partis en direction différente avec un héritage en partie commun. Ça, je dirais, c'est de l'orthodoxie du mésilienne. Alors, une question, je sais que les ethnologues parlent de l'effet des marges. Donc, l'hypothèse est que l'Irlande pourrait conserver des choses plus anciennes que d'autres régions. Oui, c'est ça qui est surprenant. Moi, ce qui m'a surpris le plus, c'est que finalement, on puisse lire et pratiquement, il n'y a rien à rajouter, il n'y a même pas d'inversion à faire, parce que maintenant, dans la matière mythique, on s'attend à beaucoup d'inversions. Mais là, on peut lire le texte irlandais et puis le retrouver sur le chaudron. Ça ne peut s'expliquer que par cet effet de marge. Comme le Canada français est linguistiquement plus archaïque que la France, comme l'Islande est plus archaïque que le reste de la Scandinavie, eh bien là c'est pareil, il faut penser que l'Irlande qui est à l'extrémité, avec moins de relations, elle est isolée par la mer, elle est en bout de course, a gardé les choses plus anciennes, et que l'État médiéval de l'Irlande finalement est peut-être plus archaïque que l'État de la Gaule à l'époque gallo-romaine. Parce qu'ils ont été soumis à beaucoup moins d'influence, à beaucoup moins de brassage. Et ça, c'est un phénomène extrêmement classique, je dirais, en civilisation. Merci. Avez-vous d'autres questions? N'hésitez pas soit à chatter, soit à prendre la parole. Il y avait une question de JR. Pourquoi ne peut-on pas rapprocher le chaudron avec des sculptures bas-relief ou autres? Une iconographie existante, donc. On peut, à mon avis. Après, il faut trouver les... Moi, j'avais fait ce que je l'ai montré, oui, je crois que je l'ai montré, le rapprochement avec l'hôtel de Beaune, qui pour moi donnerait les trois héros druidiques
qu'on trouve sur les 3 plaques, c'est-à-dire le maître des animaux, le maître de la vie et de la mort, ou de la résurrection, comme on veut, et puis le maître de la roue, ça pour moi, c'est ce que les 3 personnages que l'on trouve sur l'autel de Beaune. Hein. Celui avec le chien correspond au maître de la roue, celui avec les cornes correspond au maître des animaux, et puis le 3e qui a un tricéphale, qui correspond au maître de la vie et de la mort. Alors, il y a des personnages en Irlande d'ailleurs comme ça. C'est le héros qui vient rencontrer, qui appelle le personnage qui vient demander à des héros de lui couper la tête et puis de revenir le lendemain pour qu'il fasse la même chose. Eh bien, c'est tout à fait ça, le tricéphale. Hein, il se fait couper 3 fois la tête. Quand les premières fois, celui qui lui a coupé, il ne revient pas le lendemain. Kourouline, lui, finalement, accepte de revenir. Et puis le héros, celui qui se fait couper la tête, l'épargne. Il ne fait qu'un simulacre de décapitation. Mais il s'est fait couper plusieurs fois la tête au propre dans le mythe. Hein. Donc, il y a un maître de la résurrection qui est capable de renouveler sa tête constamment. C'est de la même forme que le chaudron qu'on vient de voir. Alors, si ce texte du siège de Trugmaguer justement met en avant justement un peu une sorte de récit, une épopée de guerre fabuleuse qui fait voir Mogroit comme vainqueur, comme le druide fondateur, le plus grand, avons-nous des textes comparables en Gaule ou que tu aurais pu retrouver dans La vie des saints justement qui met en avant un personnage tutélaire, un héros tutélaire? Je l'ai dit tout à l'heure, je ne vois pas en France ou en Gaule, comme on veut, si on parle en termes de mythologie française ou de mythologie gauloise, ça a évolué très très vite. Ça a évolué parce qu'on a eu la romanisation déjà. Ça a évolué parce que après c'était christianisé à une dose beaucoup plus forte. Et on n'a pas de souvenir des druides véritables dans notre littérature française. On a des faux druides, c'est-à-dire on a des néo-druides, on a du druidisme reconstitué, notamment en Bretagne, mais je ne vois pas de transmission directe, ni même, comme dans la géographie, de transmission par l'adversaire. Alors déjà, les Romains avaient essayé d'abattre le druidisme. Pourtant, au 3-4e siècle, il semble qu'il y a encore des druides d'après certains textes, mais qu'est-ce qu'ils représentent? Ils sont dans les sanctuaires de Bélénos, en général, d'après les textes, je dirais, du Bas-Empire. Mais on n'a plus vraiment de traces de... Il y a les tempestaires au Moyen-Âge qui peuvent rappeler des prêtres, mais ils ont une action sur le cours du temps. Mais je ne les vois pas avec une roue, par exemple. Non, je n'ai pas d'exemple. Par contre, ils voyagent dans les airs. Ça, c'est attesté par l'évêque de Lyon, à Gobard, par exemple, à l'époque carolingienne. Mais ça va pas plus loin. Donc, on peut estimer que la christianisation a effacé vraiment la classe concurrente, la classe liturgique concurrente, et qui n'a pu transmettre ses récits. Et les récits populaires sont trop éloignés justement de la théologie gauloise. Ce sont plutôt des récits populaires. Je ne pense pas que une théologie, une méthodologie très structurée ait pu subsister en dehors d'une classe, sacerdotale relativement puissante. En fait, la classe sacerdotale druidique, si elle est déjà très fortement, réduite par la romanisation. Il y a eu une certaine époque, on a voulu interdire les druides. Et puis, même si elle a subsisté, je pense qu'elle a subsisté quand même de manière beaucoup moins structurée, beaucoup moins évidente. Alors qu'on a l'impression, César nous parle de ces rassemblements au pays Carnut où on venait de toutes les régions de la Gaule. Il dit aussi que les druides avaient l'habitude d'aller se renseigner, recevoir un enseignement très haut en Grande-Bretagne. Enfin en Bretagne, mais la Grande-Bretagne actuelle. Donc, il y a des traces dans la littérature antique classique
légère, mais d'une classe qui entretenait, je dirais, un réseau de relations relativement puissant et serré. Je ne pense pas que ça résistait à l'époque romaine. Et puis après, je ne pense pas que cet enseignement, il fallait, paraît-il, 20 ans d'études qui étaient uniquement confiés à la mémoire, que cet enseignement ait pu survivre dans des classes populaires. Il a pu survivre dans les classes de bardes, des choses comme ça, mais quand même à un niveau probablement dégradé, inférieur. Et puis la christianisation n'a pas laissé passer grand-chose après, à partir de l'époque carolingienne. Mais on a si peu de documentation qu'on ne peut pas non plus aller trop loin dans l'analyse. Peut-être une question. Oui, excuse-moi, je te laisse. Excuse-moi, juste une idée. Alors, on a un druide en Gaule qui est bien sûr très célèbre, c'est Diviciacus. Mais lui, il a l'air déjà d'un homme, c'est plutôt un homme politique, c'est un diplomate, il semble avoir perdu beaucoup de l'aura, disons, religieuse et mythique. Il est dans la politique jusqu'au cou. Et donc, je crois que, à mon avis, peut-être qu'il est le représentant de sa classe, d'une classe de personnes qui sont dans le monde, qui font des affaires, qui sont des intermédiaires, etc., des ambassadeurs, des diplomates, mais qui ont déjà abandonné au moment de la guerre des Gaules, qui ont déjà à peu près abandonné leur mission, disons, originelle. Oui, Diviciacus est même le seul druide dont soit certain d'existence, grâce à Cicéron. Mais quand il apparaît dans la guerre des Gaules, César nous dit nulle part qu'il est druide. On le sait uniquement par Cicéron, qui a d'ailleurs un très grand respect apparemment pour lui, qui considère comme un intellectuel éminent à son époque, quelqu'un qui a des connaissances extraordinaires. Mais César nous dit que les druides sont dispensés de service militaire. On voit notre druide ici intervenir beaucoup au niveau militaire, même si c'est par la magie. Et il faut penser que s'ils peuvent être exemptés de service militaire, ce n'est pas sûr qu'ils le sont automatiquement. C'est un choix pour eux, ils peuvent le faire, mais ils peuvent aussi se mêler des affaires du monde. Je crois que à toutes les époques, il y a des hommes de Dieu de différentes natures, il y en a qui s'engagent à plein dans le monde, et puis qui se mélangent au pouvoir politique, même qui parfois exercent, pensez à l'Iran, un rôle politique de premier plan. Et puis il y a aussi d'autres, il y a des ascètes, il y a des moines, il y a des gens qui ont une autre conception ou une autre religiosité, qui eux ont plutôt tendance à fuir le monde. Et c'est plutôt ceux-là qu'on peut voir en correspondant des moines bouddhistes ou des yogis de l'Inde. Mais je crois qu'il faut pas non plus. On a forcément une vision réductrice parce qu'on a si peu de documentation. Mais je ne crois pas que le clergé gaulois était ni meilleur ni pire que les autres que l'on connaît. Mais il était sans doute aussi assez varié dans ses modes de fonctionnement. Mais vous avez fait raison de dire que le seul druide que l'on connaît vraiment, c'est Diviciacus, et qu'il est plus homme politique. Enfin, en tout cas, dans l'image que nous en ont transmis César et Cicéron, il est plus homme politique comme religieux, disons, que prêtre. Mais à ces époques-là, est-ce qu'il peut y avoir de la politique sans religion? C'est une question qu'on peut se poser. Les catégories ne sont pas celles d'aujourd'hui. Julie, il y a d'autres oui, réflexions? Je vois que la question sur les druides, en tout cas, pose question, mais je me dis peut-être JR veut prendre la parole, ce sera peut-être plus simple. Alors, JR, il faut réactiver votre micro. J'ai demandé de réactiver le son.
Et sinon, voilà, Cédric... c'est bon. C'est bon, On t'entend, oui. Le son est bon, on n'est pas très bon, mais ça va, on t'entend. Voilà, non, mais j'ai l'impression que les druides sont effectivement que l'expression d'un moment qui est difficile à définir, effectivement, mais qui on connaît parce que ce sont les derniers avant la fin de l'époque celte et ce qu'ils ont voulu, enfin ce qu'ils sont devenus à cette époque-là. On parlait d'Ivikiakos qui est devenu un homme politique. Je pense que justement à ce sujet, à cet homme, il y a beaucoup à dire. On n'a pas assez travaillé, je pense, sa personnalité. Et je trouve que le rôle ambigu qu'il entretient avec César, la façon dont il s'est comporté durant toute cette période, montre qu'il était largement, on l'appelle druide, mais il était largement au-delà de simplement la transmission d'une tradition avec un T majuscule, je dirais, et qu'il était plus dans presque un affairisme commercial avec un monde latin, romain, qui n'est pas très loin du monde gaulois finalement, puisque ça appartient quelque part à la même racine, mais qu'il avait quand même un peu perdu ou s'était un peu éloigné des bases que l'on retrouve sur ce chaudron, par exemple, et que l'on retrouve dans tout ce que l'on connaît comme iconographie antérieure à ce chaudron. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que ça ne demande pas une réflexion un peu plus approfondie que ce qui nous est proposé aujourd'hui par ce qu'on appelle les historiens de ces périodes-là officiels, qui ont un avis certainement universitaire, mais peut-être pas très finalement fidèle à la réalité du moment. Je pose la question. Sur les druides, on a le gros livre, l'énorme livre de Guillaume Var, qui fait le point sur ce qu'on peut tirer à partir d'une part de la littérature classique et puis d'autre part des textes traditionnels qui voient l'allemande celtique de l'intérieur. Parce que le problème de la littérature classique, c'est qu'elle voit le monde celtique de l'extérieur, en projetant parfois ses fantasmes. Alors que là, les Guillaume Var essayaient de rééquilibrer l'image en utilisant les deux types de sources. Et bien sûr, de ce côté-là, les sources celtiques sont beaucoup plus abondantes pour comprendre. Moi, j'avais fait une conférence une fois sur les rapports entre le druidisme et le chamanisme. Et notamment dans ce texte, quand il y a un personnage qui apparaît, que je n'ai pas mentionné ici, qui est un certain Gadra, qui réapparaît parfois dans d'autres, qui a tout à fait l'aspect d'un chaman. Certaines des fonctions du chaman, par exemple prédire le temps, j'ai parlé tout à l'heure des tempestaires qui ont survécu jusqu'au Moyen-Âge, pouvaient aussi être dans les fonctions il y a probablement, c'est bien, le mot chamanisme a souvent fait un peu peur. Il y a un héritage, je dirais, chamanique qui existe au niveau indo-européen, et donc je ne sais pas si la position dont on a parlé tout à l'heure remontait aussi haut, je ne pense pas, mais il y a un héritage qui a laissé aussi un certain nombre de traits dedans, et qui est beaucoup plus sensible en Irlande, alors que du côté de la Méditerranée, dans les textes grecs ou latins, on présente un peu les druides à la manière des philosophes. Ce sont des intellectuels qui ont réfléchi sur les dimensions du monde, qui exercent un sacerdoce, etc. Mais ils n'ont pas la dimension archaïque qu'on perçoit encore en Irlande. Alors, est-ce que cette image est déjà dépassée dans la Gaule, je dirais, des derniers siècles? C'est possible. Les tombes assises dont on a parlé, qui pourraient être
pour lesquels les archéologues sont en train aujourd'hui d'arriver à penser qu'il s'agit de tombes de druides, ces tombes elles correspondent essentiellement à la période de l'Athènes. C'est-à-dire qu'on les trouve surtout du 4e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Après, on en retrouve, il semble qu'il y en a eu encore quelques-unes à l'époque gallo-romaine, mais de moins en moins. Si on marque le druidisme, du moins le type de druidisme un peu ascétique dont j'ai parlé, qui semble correspondre à ces tombes, eh bien, finalement, ce druidisme, il faudrait le placer sur les 4 ou 5 derniers siècles avant Jésus-Christ, avec peut-être une prolongation sur 1 ou 2 siècles derrière. Mais bien sûr, c'est jugé sur un seul aspect. Il peut y avoir des druides qui ont survécu sans emprunter ce mode de sépulture. Voilà un petit peu la connaissance des druides est très, très limitée, d'une part parce qu'ils n'ont rien confié à l'écrit d'eux-mêmes, et donc que les sources qu'on a sont toujours des sources extérieures, qu'elles viennent des gréco-latins ou qu'elles viennent même du monde celtique irlandais. Ces mondes celtiques irlandais, eh bien, c'est celui des bardes, c'est celui des poètes, comme on dit en Irlande, des bardes comme on dit au Pays de Galles, mais qui ne sont pas vraiment des prêtres, qui sont plutôt des gens qui ont accès, qui font le récit, mais c'est un peu des sortes de griots comme en Afrique noire, ce n'est pas vraiment des prêtres. Ils sont une classe littéraire, plus qu'une classe sacerdotale. Et donc, ils ne peuvent pas avoir toutes les vérités, enfin, tous les dogmes, tous les mythes qui étaient enseignés par les druides véritables. Ils n'en avaient probablement qu'un reflet. On avait 2 questions. Alors d'abord, par ordre chronologique de Sulwen, qu'est-ce que vous appelez chaman? Comme tu évoquais les chamans et les druides. Alors les chamans, c'est un type de prêtres, entre guillemets, mais qu'on trouve dans des groupes humains réduits et relativement archaïques, entre guillemets. Et les chamans, on les trouve en Sibérie, on les trouve en Amérique du Sud, avant bien sûr la colonisation, on les trouve dans certaines régions d'Afrique avec des noms différents, dont l'Afrique australe. Bon, ce sont des prêtres et on trouve en Australie bien sûr aussi. C'est ce qu'on souvent les Indiens d'Amérique du Nord appelaient les hommes médecine. Ce sont donc des prêtres, mais qui en principe n'ont pas, comme nos prêtres indo-européens la plupart du temps, n'ont pas des collèges. Ce sont des prêtres relativement isolés qui vivent au milieu de leur tribu, je vais dire, qui ont des modes de pensée et des modes d'agir qui sont plutôt liés à des manières de vie archaïques, je dirais souvent pré-néolithiques ou au mieux néolithiques. Or là, on est dans des civilisations, même chez les Celtes, beaucoup plus évoluées que ça. Donc, les druides ne sont pas des gens isolés. Visiblement, ils ont des disciples, ils ont des rencontres. C'est tout à fait... Ils aussi ont des rencontres, mais c'est quand même... on est dans un degré religieux, je dirais, bien supérieur, bien plus évolué, entre guillemets, c'est-à-dire où on est passé dans des sociétés plus complexes. Alors que le chaman donc, est un personnage plutôt de société relativement simple, mais dont les traits ont pu perdurer dans des sociétés plus compliquées. Alors, on avait aussi une question de Léo Scaravella. Je serais intéressé de savoir si c'est en lisant le récit irlandais que vous avez pensé au chaudron ou l'inverse, et quel élément vous a fait faire le rapprochement en premier? Alors, il faut que je réfléchisse un peu. Bon, il y a longtemps que je connais le chaudron. Il y a longtemps que je connais effectivement ce texte-là et d'autres textes irlandais. Et alors, donc je connaissais les deux. Est-ce que je suis... À un moment, non, je crois que je suis parti du chaudron. À un moment, je me suis dit, j'ai toujours été relativement assez habile, puisque j'ai été enseignant pendant assez longtemps, dans l'exercice qui est le commentaire de document. Et je me suis dit, là, on a un document figuré, et ça peut s'analyser. Quelles sont les méthodes dont on dispose?
Eh bien, les méthodes dont on dispose, donc c'était, je suis parti des deux éléments qu'on avait, c'est-à-dire, il y a deux personnages qui, à mon sens, se sont attaqués globalement à ça. C'est Hatt, en France, qui était un archéologue qui ne connaissait rien à la mythologie irlandaise, au texte irlandais. Et puis il y a Olmsted, qui est un Américain, qui, lui, connaissait bien la mythologie celtique, irlandaise surtout. Et lui, il est parti de la razzia, enfin de la Tagne, hein, de la razzia de Coulet, et il a mis au point pour essayer d'expliquer les différentes scènes, et à mon avis, il s'est essentiellement trompé. Hatt, qui lui est parti simplement de ce qu'il regardait, une méthode, je dirais, de décryptage de chaque plaque d'après ce qu'il voyait, qui connaissait bien les monuments figurés gallo-romains, mais mal la mythologie irlandaise. Lui, il a par exemple, un exemple, il avait bien trouvé les trois chiens, mais lui, il est un sacrifice de taureau, donc il pensait que les trois chiens, c'était la mort des trois chiens. Avec, en plus, il y avait le guerrier avec l'épée, la fameuse guerrier femme qu'on voyait à côté, et il pensait donc que ce guerrier était en train de tuer les chiens, et que le dernier chien qu'on voit replié en position fœtale, il revenait, je dirais, dans l'utérus de sa mère. Ce qui est un peu curieux d'ailleurs, il fallait le prendre à l'envers. Mais lui, il n'avait aucun texte comme guide. Moi, je suis parti de ce personnage dont on a parlé, notre druide. Mogrud, il est... Je me suis dit, s'il y a le dieu à la roue, il serait logique que le personnage qui est à côté, ça soit ce fameux druide. Et après, je me suis posé la question, prenons le dossier du druide et voyons comment ça fonctionne. Et à ce moment-là, j'ai vu, c'est l'épisode des chiens qui en premier m'a dit, ben si, on peut retrouver l'épisode des chiens à une condition, c'est que les griffons soient équivalents aux brebis. Après, je me suis dit, bon, ben, ça marche quand même sur plusieurs plaques. Donc, ce n'est pas un élément isolé. Ce n'est pas un rapprochement purement formel entre deux éléments. Ça permet une explication déjà cohérente. Et du coup, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments? Là, du coup, j'ai regardé les autres scènes importantes. J'ai regardé le combat aquatique, j'ai regardé le combat des feux druidiques, je me dis, ben, ça colle, sauf cette question du sanglier. Puis après, je me suis rappelé que dans un autre texte irlandais, on appelait un feu un sanglier de bois. Et donc, du coup, ben, si ça marche non seulement pour le côté intérieur, mais ça marche aussi au moins pour certaines scènes du côté de la paroi extérieure. Donc, c'est comme ça que je suis parti. Je suis parti donc du chaudron que je voulais expliquer et du personnage en posant l'hypothèse, comme je l'ai fait là, que ce personnage était le fameux druide sur lequel Françoise Roux avait bien détaillé déjà le dossier il y a une cinquantaine d'années. Et après, bon, j'ai été scruté un petit peu plus dans le détail le texte. J'ai repris le texte que je connaissais, dans la traduction, parce que c'est un des rares textes qui a dans une traduction française déjà ancienne, qui a été faite dans l'entre-deux-guerres, par Marie-Louise Jonval. Et ce texte, eh bien, on l'a véritablement traduit. Alors, on a une version, on a une traduction de stock en anglais aussi, qui est plus ancienne, mais on a surtout cette traduction qui est considérée comme pas mauvaise et qui est une des rares traductions faites par, je dirais, une érudite française. Et donc, je suis parti de là, et puis à partir de là, donc j'ai vu que ça s'éclairait. Après le reste, il y a des choses qu'on connaissait de manière détachée, par exemple les oiseaux, par exemple les cerfs, etc., mais qu'on n'avait pas vraiment mis en relation. Voilà un petit peu, si ça répond à la question. Alors, on a quelques questions, on va essayer de conclure comme, comme le temps passe. Patricia me fait remarquer que les poètes en Irlande s'appelaient des fili et oui, qu'il y avait un statut supérieur aux bardes. Gerbeau qui pose la question, l'interprétation de Jean-Jacques Hatt est-elle totalement incompatible avec votre point de vue? Point d'interrogation. Non. Enfin, je pense qu'il va nettement plus loin. Lui, il n'a pas de guide textuel. Il a des guides uniquement des monuments figurés qui existent. Alors, effectivement, il y a des rapports, il y a probablement des... Mais c'est beaucoup plus au coup par coup. Là, on a un récit suivi qu'on peut retrouver. Lui, il a des éléments. Donc, forcément, il y a des endroits où il se trompe. Mais par exemple, je suis d'accord avec lui, mais peut-être qu'on a tort tous les deux, mais la déesse, il prend un peu sur le mythe de Perséphone et de Hadès en mythologie grecque.
il pense qu'il a deux amants, un hivernal et un estival. L'amant estival, en principe, ça devrait être l'aube, et l'amant hivernal, ça devrait être, si on prend ces plaques, ça devrait être le Jupiter gaulois ou irlandais, peu importe, puisqu'en principe les deux sont très correspondants, et certains disent le contraire. Donc, il y a des éléments de hâte qui me paraissent encore satisfaisants. Mais ce n'est pas ceux qui sont les plus probants pour moi. Ceux qui sont les plus probants, c'est ceux qu'on peut déduire de la construction du récit. Parce que là, on peut expliquer la moitié du chaudron par un seul texte et par un ensemble de 3 séquences, dont une est représentée sur 4 plaques, les 2 autres sur une plaque. On a un ensemble. Et c'est ça qui est le plus convaincant, de mon point de vue. Après, bien sûr, le reste, à partir de ce qu'impose ce noyau, où on a un texte relativement sûr et cohérent, même s'il est recueilli à 1500 ans de distance et à 2000 km sans doute, on a l'impression, quand on lit le texte irlandais, on a l'impression que celui qui l'a écrit avait le chaudron sous les yeux, à certains moments. Ce qui est impossible. Mais, par contre, il pouvait avoir même une forme ancienne, comme ce poème réduit, qui cite à la fin du récit, qui pouvait être en quelque sorte un objet de mémorisation, qui a été transmis, puisque les druides ont survécu très longtemps et transmis des druides au fil, et puis qui a été utilisé aussi pour le chaudron, pour le décor du chaudron. Je pense que c'est ça le noyau. Il y a eu un instrument de mémorisation qui devait probablement être un poème, qui a été utilisé, mais le poème qu'avait celui qui a le chaudron était quand même différent. Il était plus complexe, puisque là, en fait, le texte irlandais n'explique quand même que la moitié du total. Mais on retrouve beaucoup d'autres éléments dans d'autres récits, comme par exemple ce détail du sanglier, de bois, ou il y a d'autres éléments qu'on pourrait retrouver. Mais visiblement, quand même, le récit qui a servi de fil conducteur aux scènes du chaudron était plus épais, plus complexe, ou bien a été organisé différemment. D'une pareille... On a une dernière question, c'est génial, oui, parce que vous êtes capable de vous étendre. Alors, la question de Cédric, doit-on y voir les 3 fonctions ou 3 expressions d'aspects différents dans ces 3 personnages druidiques? Pouvez-vous nous donner votre opinion? Les 3 druides, je ne pense pas. Personnellement, alors bien sûr, le chaudron de résurrection, il est destiné à des guerriers. Le maître des animaux, à mon avis, il est destiné, il a une fonction royale. Et puis, par contre, le truc à la roue, il a une fonction... quand il fabrique les chiens, il a une fonction guerrière. Alors, on peut aussi y voir... Il y a 3 druides, donc ils ont une fonction religieuse, globalement. Mais on ne voit pas l'aspect vraiment de chaudron d'abondance, par exemple. On voit un aspect, pour moi, j'y vois un monument druidique. Moi, je vois plutôt l'image que donne l'interprétation que je peux faire à partir du texte irlandais et donne une idée d'un récit qui a la gloire des druides, hein, d'un récit qui est peut-être à la gloire des druides d'un grand roi, d'un grand personnage, mais ce que l'on voit, regardez les deux divinités qui ont été sélectionnées, la grande déesse qui est l'équivalente, c'est au niveau de la déesse, là je suis d'accord, elle peut être, les 3 fonctions qui existent sont au niveau de la déesse. Mais ils sont pas, je ne pense pas qu'ils sont. J'ai du mal à trouver 3 dieux complémentaires, même dans la paroi extérieure, ils sont 4. Et je ne vois pas là, il y a 3 personnages qui s'attaquent aux 3. Mais les Celtes ont une manière de compter par 3 très fréquente. C'est le chiffre le plus en plus. Je ne vois pas, par contre, les 3 fonctions de manière bien évidente. Est-ce que je peux vous demander très rapidement, là j'ai vu une dernière question de Solven.
à propos du guerrier représenté avec des seins, qui a été interprété comme une représentation de l'affaiblissement de l'homme pour le rendre aussi vulnérable qu'une femme enceinte. Est-ce qu'on ne peut pas aussi, ou par contre, dire que c'est une femme guerrière? Il y a je crois pas, il y a en Irlande quelque chose qui est bien connu, c'est le mal des Ulates, qui intervient justement au début novembre. Et on dit la même chose, à la fin de la saison guerrière, les guerriers de l'Ulster n'ont pas plus de force qu'une femme en couche. C'est une comparaison. Il redit la même chose dans le texte, on dit la même chose. Il a rendu impuissants les guerriers, impuissants en tant que guerriers. Hein, mais il a fait perdre toute force aux guerriers du roi Cormac. Son armée est en déroute. C'est une comparaison. Le grand guerrier puissant et tout, il n'a pas plus de force qu'une femme, et même qu'une femme qui est dans les douleurs de l'accouchement. Hein, c'est ça que ça veut dire. Alors, est-ce qu'il y a des femmes guerrières chez les Celtes? C'est possible, ça. Mais en général, il y a des prophétesses qui ont un rôle de magie guerrière, ce qu'on connaît le mieux. On voit quelques reines aussi qui ont un bon tempérament, mais de manière générale, on n'a pas beaucoup d'attestations comme quoi il y avait des femmes guerrières autres que quelques cas isolés, à mon avis. Merci. Voilà, le temps nous a rattrapés. Je m'excuse de cet impromptu. Voilà, donc merci beaucoup, Monsieur Robreau. Et puis, nous allons donc interrompre cette soirée. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence qui était extrêmement passionnante, et j'espère bientôt qu'on va se retrouver pour un autre apéro celtique. Pensez à la journée d'études le 13 mai. Je vous y convie vraiment. Et puis, pour ceux, donc, on a l'intention de faire un débrief après la séance. Je voudrais peut-être faire une autre façon de faire ce débrief en demandant aux participants qui sont intéressés de rester avec nous. Et donc, ceux qui vont, sinon c'est fini maintenant, ceux qui restent, eh bien, on va faire le débrief tous ensemble avec les participants. Ça me semble une idée, une expérience à faire. Et puis, pardon si c'est peut-être pas considéré comme une bonne idée par d'autres, mais voilà, je voudrais bien faire cette expérience. Donc, pour ceux qui s'en vont, bien, au revoir et puis à la prochaine fois. Et puis, sinon, je propose qu'on se retrouve dans 5 minutes pour faire l'après-apéro. Voilà, merci beaucoup. À tout de suite. Moi, je ne resterai pas, donc je vous souhaite une bonne suite de discussions et merci Gérard pour l'organisation de ces événements. Merci Julie, bonne soirée. Alors par contre, Gérard, pourrais-tu arrêter l'enregistrement de la vidéo, vu que oui. S'il te plaît. Voilà.